Mes chers élèves de la troisième année APEC, BIOF, soyez les bienvenus. Je vais vous proposer une correction de l'examen normalisé régional, session juin 2022, région Casa-Cetat. Avant de commencer cette correction, je vais vous donner mon point de vue sur cet examen, que je ne peux pas le considérer comme examen type. Et je vais signaler 3 remarques très importantes. La première remarque, l'examen est très long et par conséquent, 1 heure est insuffisante. La deuxième remarque, le non-respect des instructions officielles. La troisième remarque, le barème est mal choisi car il ne se convient pas avec la difficulté des questions. On commence la correction. L'exercice numéro 1, il est pour 8 points et composé de 5 questions. La calculatrice scientifique non programmable est autorisée. On commence. On donne l'intensité de pesanteur à l'équateur G1 égale 9,78 N par kg et au pôle nord G2 égale 9,83 N par kg. Premièrement, complétez les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. On a l'axe de rotation, relatif, constante, des cercles, rectilignes, référentiels, uniformes, la même, plus longue et plus courte. La phrase A. Le mouvement et le repos sont deux notions qui dépendent du choix du, c'est-à-dire pour décrire si un corps est en mouvement ou au repos, on doit choisir un corps de référence, dit aussi référentiel. Donc, elles sont, puisqu'ils dépendent de ce corps référentiel, elles sont relatifs. La phrase B. Si un mobile parcourt les mêmes distances pendant des durées de temps successives et égales, alors son mouvement est uniforme. Et sa vitesse est constante. La phrase C. Pour la même vitesse, la distance de réaction en route mouillée est la même. Parce que la distance de réaction n'a rien à voir avec l'état de la route. Pour la même vitesse, la distance de réaction en route mouillée est la même qu'en route sèche. La phrase D. Pour la même vitesse, la distance d'arrêt en route mouillée est plus longue qu'en route sèche. Parce que il y aura un glissage dans la partie où il y a freinage. Un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points du solide n'appartenant pas à l'axe de rotation décrivent bien sûr des cercles centrés sur son axe. Donc, pour tout corps en rotation, tous les points de ce corps décrivent des trajectoires circulaires autour de l'axe de rotation. La deuxième question, complétez le tableau ci-dessous. On a des grandeurs physiques, leurs symboles et symboles de leurs unités internationales
et les appareils de mesure. Pour la masse, elle a comme symbole bien sûr petit m, son unité internationale est le kilogramme, et l'appareil utilisé sur l'instrument de mesure c'est la balance, soit une balance Roberval ou électronique ou autre. L'intensité de poids qui a comme symbole P, son unité internationale est le newton. Et l'appareil utilisé, c'est le dynamomètre. L'intensité du courant électrique, son symbole qui est I, donc c'est pour l'unité internationale, c'est ampère, qui a comme symbole A. Et pour l'appareil ou l'instrument de mesure, c'est l'ampèremètre. La tension électrique, elle a ce symbole. Et pour l'unité, c'est le volt qui a pour symbole V. Et pour l'instrument de mesure, c'est le voltmètre. La résistance électrique qui a comme symbole R, son unité internationale est Ohm qui a comme symbole oméga. Et l'appareil ou l'instrument de mesure de la résistance est l'ohmmètre. L'exercice numéro 2, il est pour 8 points. Il est constitué de deux parties. La première partie, un ballon B de centre de gravité G1 et de masse M1 égale 407,8 g est en équilibre sur le museau d'un phoque. Le museau, c'est cette partie qui se trouve sous le nez. De centre de gravité G2, c'est le phoque a comme centre de gravité G2. La masse du phoque est M2 égale 130 kg. Et l'intensité de son poids est P2 égale 1275,3 N. La première question représente sur la figure 1 la force qui modélise l'action de la Terre sur le phoque. C'est-à-dire, on va représenter le poids du phoque, qui a comme symbole le vecteur P2, en utilisant l'échelle 1 cm pour 637,65 N. Puisqu'on a cette valeur, on va la diviser par celle-ci et on va trouver 2. C'est-à-dire, P2 égale, on a P2 égale 1275,3 N. On aura pour le vecteur P2 une longueur de 2 cm. On va prendre une règle. Et on a les autres, bien sûr, les autres caractéristiques du poids du phoque. On a, il a comme point d'application le centre de gravité G2. Et pour la direction, c'est vertical. Le sens, c'est vers le centre de la Terre. De G2 vers le centre de la Terre. Et la longueur, c'est 2 cm. Et on va tracer ce vecteur qui est P2, qui représente le poids des phoques. Deuxièmement, déterminer G, la valeur de l'intensité de pesanteur à l'endroit où se trouve le phoque. Bien sûr, on va utiliser la relation qui est P égale M qui multiplie G, d'où G égale P sur M. Et pour le cas du phoque, c'est P2 sur M2. On a P2 et on a M2. Donc, on n'a qu'à remplacer chaque grandeur par sa valeur. D'où G égale 9,81 N par kg. Troisièmement, faire le bilan des actions mécaniques qui agissent sur le ballon. C'est-à-dire ici le ballon c'est le système étudié. Et on va préciser leur type, c'est-à-dire est-ce que c'est une action de contact ou action à distance. On commence par les actions de contact. On voit bien que le ballon est en contact
avec le museau du phoque. On va lui donner F, comme ça, donc c'est F. C'est l'action du museau du phoque sur le ballon. On dit aussi la force exercée par le museau du phoque sur le ballon. Action à distance. P1, c'est l'action de la Terre sur le ballon. On dit aussi la force exercée par la Terre sur le ballon. On dit aussi le poids du ballon. Parce que le poids du ballon, c'est la force exercée par la Terre sur le ballon. Quatrièmement, déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le phoque sur le ballon. Pour le point d'application, donc le phoque, il exerce par son museau une force sur le ballon en point A. Donc le point de contact A. La direction, bien sûr, c'est la verticale qui passe par le point A. Et pour le sens, c'est vers le haut, c'est à partir du point A vers le haut. L'intensité de cette force. Revenons aux données de l'exercice. Le ballon B de centre de gravité G1 et de masse M1. C'est ce ballon a cette masse, qui est 407,8 grammes, est en équilibre sur le museau d'un phoque. Selon les conditions d'équilibre, les forces exercées sur le ballon ont la même intensité, c'est-à-dire F égale P1, puisque le ballon est en équilibre sur deux forces qui sont le vecteur F et le vecteur P1, donc leurs intensités sont les mêmes. On écrit F égale P1 égale M1 qui multiplie G. On a déjà M1 et G c'est déjà calculé. Selon l'endroit où se trouve le phoque, G égale 9,81 Newton par kilogramme. On va remplacer chaque rondeur par sa valeur. On trouve que F égale 4,00518 Newton, qui est égal sensiblement égal 4 Newton. Représenté sur la figure 1, sur cette figure toujours, la force F exercée par le phoque sur le ballon, en utilisant l'échelle 1 cm pour 2 Newton. Puisqu'on a 4 Newton, donc la longueur du vecteur F sera 2 cm. Voilà, on a pour on a le départ, le vecteur fait départ du point A, elle est verticale, et se dirige vers le haut, et elle a comme longueur 2 cm. La première partie de cet exercice, c'était en mécanique, et la deuxième partie sera en électricité. Un appareil électrique de cuisine où il est inscrit 220 volts, 2501,4 watts, est constitué de deux plaques chauffantes montées en dérivation, comme le montre cette figure. La grande plaque est de puissance P1 égale 1500,4 watts. Le diamètre, c'est pas obligatoire. Et la petite plaque de puissance P2 qui est 1001 watts. On branche cet appareil à une source de tension de valeur U égale 220 volts, et puisque la tension nominale de cet appareil est de 120 volts, donc le fonctionnement sera normal. Durant un temps qui est égal 15 minutes, c'est-à-dire un quart d'heure de fonctionnement,
effective des deux plaques ensemble. On sait bien le fonctionnement des deux plaques ensemble. Le disque des compteurs d'énergie électrique exécute alors un nombre de tours qui est 845. Premièrement, calculez l'énergie consommée par cet appareil pendant son fonctionnement en joules et en wattheures. On sait que E égale P qui multiplie T. Et on a P ici, c'est P total, puisque on a le fonctionnement des deux plaques en même temps. Donc on va faire la somme de P1 et P2. Donc E égale P1 plus P2, le tout qui multiplie le temps qui est un quart d'heure. Application numérique. P1 1500 watts, 4. Et pour le P2, c'est 1001 watts qui va multiplier 15 minutes. Et on a déjà pour tout l'appareil, on a 2601. On peut l'utiliser directement si on veut. Et on va convertir 15 minutes en secondes parce que le résultat de l'énergie est demandé tout d'abord en joules, puis en wattheures. E égale 2 251 260 joules. Et on passe directement au wattheure, sachant que 1 wattheure égale 3600 joules. Donc on va diviser par 3600 pour donner cette énergie en wattheure. Le résultat sera 625,35 watts-heure. Deuxièmement, en déduire, c'est la valeur de la constante des compteurs. La relation liée à cette constante, c'est E égale C qui multiplie N, d'où C égale E sur N. E, c'est l'énergie consommée par l'appareil. N, c'est le nombre de tours. On va remplacer E par sa valeur, qui est 625,35 wattheures, qui divise 845 tours. On obtient que C égale sensiblement 0,74 wattheures par tour. Troisièmement, calculer E1, l'intensité du courant traversant la grande plaque, et en déduire R1, la valeur de sa résistance électrique. On sait que P1 égale U qui multiplie E1, d'où E1 égale P1 sur U, et selon les données de l'exercice, on a P1 égale 1500 watts,4 et pour U c'est 220 volts. On trouve que E1 égale 6,82 ampères. Et on va déduire la résistance R1 de cette plaque. Selon la loi d'Ohm, on a U égale R1 qui multiplie E1. D'où R1 égale U qui divise E1. U c'est toujours 220 volts et 1 c'est 6,82 ampères. On trouve que R1 égale 32,25 ohms. Quatrième question. Parmi les deux valeurs, précisez R2 la valeur de la résistance électrique de la petite plaque et R la valeur de la résistance électrique de l'appareil. Justifiez votre réponse. On peut donner la réponse directement, on peut prévoir le résultat directement, puisqu'on a pour la grande plaque a une résistance qui est 32,25 ampères, c'est-à-dire elle a la plus petite résistance afin qu'elle laisse passer
une intensité plus grande. Par contre, la petite plaque, elle chauffe moins, donc sa résistance est plus grande pour qu'il laisse passer une intensité de courant qui est plus faible. Donc pour R2 sera 48,35 et pour 19,35 c'est la valeur de la résistance. On va justifier cette réponse. On a U égale R qui multiplie I selon la loi d'Ohm et on a P égale U sur I. D'où R égale U sur I et I égale P sur U. On va remplacer 2 dans 1, c'est-à-dire on va remplacer I par cette valeur qui est P sur U. On va obtenir comme résultat que R égale U au carré sur P. Application numérique. Pour la résistance R2, c'est-à-dire de la petite plaque, on a la tension c'est toujours de 120 volts. Et pour P2, elle est donnée dans l'exercice, c'est 101 watts. On va obtenir que R2 égale 48,35. Et pour R, c'est E carré sur P. Pour E carré toujours 200, U c'est 220. Et pour P, c'est déjà utilisé, c'est 2501,4. Donc, on va obtenir comme résultat 19,35 ohms. L'exercice numéro 3, il est pour 4 points. Lors de la dernière étape d'une course à bicyclette, Adil et Bouchta ont couru à des vitesses différentes pour gagner la course. À un instant donné de cette étape, Adil était au point A et Bouchta était au point B. Bouchta était devant Adil à une distance de 80 AB égale 90 mètres. Voir figure, bien sûr. La distance sur la figure, les distances sur la figure ne sont pas proportionnelles aux distances réelles. On ne peut pas utiliser directement la règle pour mesurer. Bouchta parcourt la portion BC à une vitesse V1 égale 55,8 km par heure, tandis que Adil parcourt la portion AC, c'est de ce point à ce point, avec une vitesse qui est constante, V2, mais elle est inconnue, cette vitesse. Bouchta a parcouru la distance entre le point B et le point d'arrivée C en un temps qui est T1 égale 20 secondes. Adil a parcouru la distance entre A et B en une durée qui est T2 égale 4,8 secondes. Premièrement, déterminer la distance AC entre les points A et C. On a déjà cette distance, il nous manque celle-ci. Puisqu'on a la vitesse et la durée, donc on peut trouver ou calculer la distance. On sait que la vitesse égale BC qui divise T1, d'où BC égale V1 qui multiplie T1, et on va remplacer V1 par sa valeur et T1 par sa valeur aussi. On va tout d'abord essayer de convertir 55,8 km par heure en mètres par seconde. C'est-à-dire on va diviser cette valeur par 3,6. On va obtenir comme résultat 310 mètres. Donc ici on a PC égale 310 mètres. Et la distance AC sera AB qui est 90 mètres plus
310 mètres. Le résultat sera 400 mètres. Deuxièmement, Adil parviendra-t-il à dépasser Bouchta avant le point d'arrivée C? Justifiez votre réponse. Soit T1 et le temps mis par Bouchta pour parcourir la distance BC, qui est égale 20 secondes. Et T'2, le temps mis par Adil pour parcourir la distance de A jusqu'au C. On va calculer en premier lieu la vitesse V2, puisqu'il est inconnu, et on a la distance parcourue qui est AB qui est à 90 mètres, et on a le temps mis qui est 4,8 secondes. Cette distance, cette vitesse, elle est constante. C'est cette vitesse qui va lui permettre de continuer sa course dans la deuxième partie entre B et C. V2, c'est la vitesse égale la distance parcourue sur le temps mis pour parcourir sa distance. On va remplacer AB par sa valeur et T2 par sa valeur. On va trouver que V2 égale 18,75 mètres par seconde. Puis calculons T'2, puisqu'il va continuer avec cette vitesse. Donc la vitesse est connue. La distance aussi AC est connue. Donc on peut calculer T'2. On a le V2 égale AC sur T'2, d'où on a T'2 égale AC sur V2. On va remplacer AC par 400 et V2 par 18,75 mètres par seconde. On aura comme résultat que T'2 21,33 secondes. Donc pour Adil va parcourir la distance AC en ce temps qui est 21,33 secondes. Maintenant, on peut répondre à la question posée. Adil ne parvient pas à dépasser Bouchta car il a mis un temps supérieur à celui de Bouchta, c'est-à-dire 21,33 secondes et supérieur à 20 secondes. Détermine la nouvelle distance qui sépare les deux cyclistes lorsque le premier d'entre eux arrive en point C. Calculons la distance D parcourue par Adil en 20 secondes. Qu'a mis Bouchta pour arriver à la ligne d'arrivée C. D égale V2, c'est la vitesse de Adil qui est constante, qui multiplie le temps T1 qu'a mis Bouchta pour arriver au point C. Donc on trouve 375 mètres. Soit D' est la nouvelle distance qui sépare les deux cyclistes, tels que on a D' égale AC, c'est cette distance AC, moins la distance D. Donc elle reste 25 mètres entre les deux cyclistes. Et à bientôt et bon courage.